Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Plusieurs chaînes de radiodiffusion sonore privées ont renouvelé leur convention de licence d'exploitation ce mardi. C'était à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. On en parle dans cette édition. Célébration de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ce 15 juin. Dans ce cadre, la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes du troisième âge au Bénin a initié une marche dénommée Marche du cœur. Et puis, le président américain a rencontré tout à l'heure à Genève son homologue russe, une rencontre en terrain neutre lourde d'enjeux. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience lundi dernier l'homme à double casquette, le docteur en pharmacie et ébéniste Joachim Rodé. En effet, le président de la République a suivi un documentaire sur le profil du jeune Joachim sur la télévision nationale. Sidéré par son parcours, il a souhaité à le rencontrer. Suivant un extrait de la déclaration de Joachim Rodé à sa sortie d'audience. Le documentaire qui a été réalisé et qui portait sur ma double casquette professionnelle, il a suivi sur la chaîne nationale et c'est de là qu'il a pris contact par le biais de ses collaborateurs. Ils m'ont contacté et je suis venu. Il a échangé avec moi sur comment j'ai fait pour aboutir à ce résultat. Le chef de l'État, il m'a promis m'accompagner de façon personnelle et aussi m'a promis aussi l'accompagnement de l'État en général. Un mot que le chef de l'État a dit qui m'a beaucoup marqué, il a dit sur le parcours d'un homme exceptionnel, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. Renouvellement de convention de licence d'exploitation ce mardi 15 juin à 8 chaînes de radiodiffusion sonore privée sur les 10 radios concernées. 8 étaient présents, un était excusé, un autre absent. Après la cérémonie de signature, Tidjani Sepos, représentant des promoteurs de radiodiffusion présents, a exprimé sa gratitude à l'endroit des responsables de l'institution et a plaidé pour qu'elle soit pour eux une avocate. Nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Nous avons signé à nouveau la convention avec la HAC. C'est un moment très très important. C'est un moment de renouvellement. C'est un moment où nous irons encore plus loin. Notre souhait, c'est de faire en sorte que la HAC, au niveau financier, au niveau matériel, il faut que la HAC nous supporte un peu plus. Il faut que quand nous tournons notre regard vers l'arrière, nous puissions être sûrs que la HAC est notre avocate. Au nom de tous mes frères et sœurs promoteurs, je tiens à dire à M. Moretti, le président de la HAC, que nous serons toujours là. Si la HAC aussi a besoin de nous, nous serons là. Mais quand nous avons besoin de la HAC, il faut que la HAC nous aide aussi. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a également clôturé ce mardi sa première session ordinaire de l'année 2021. Ouverte le 16 février 2021, cette session a été essentiellement consacrée à la campagne électorale de l'élection présidentielle d'avril dernier. Elle a permis d'examiner 16 rapports et de prendre 13 décisions. Suivez la substance du rapport de la session présenté par le président de l'institution. Au cours de cette section, notre collaboration active et notre assiduité ont permis d'étudier 16 rapports et de prendre 13 décisions. Je vous en suis reconnaissant. Comment pourrais-je passer sous silence le sens élevé de responsabilité des professionnels des médias qui ont respecté les dispositions de toutes nos décisions, contribuant ainsi à une élection apaisée, au développement du pays et à l'unité nationale. Soyez-en remerciés, chers partenaires. Vous convenez avec moi
Mesdames et messieurs, que tous ces chantiers ouverts exigent de notre part des efforts soutenus. Bien que ce qui a été fait soit important, de grands défis nous attendent encore. Pour ce faire, il nous revient de multiplier nos énergies pour enregistrer des victoires meilleures. L'aboutissement du processus d'autorisation des médias en ligne, la sélection et l'implantation des radios se présentent comme des priorités pour la HAC. Il est important que nous renouvelions notre engagement, que nous maintenions le cap et que la solidarité prime entre nous en toutes circonstances dans les tâches qui nous attendent pour le bonheur de toutes et de tous. Parlons maintenant des personnes du troisième âge. La plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes du troisième âge du Bénin a initié une marche dénommée Marche du cœur qui a eu lieu ce mardi. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Suivez le compte rendu de Cano François Ongbeli-Rinton et Fiac Voitan. Marche du cœur ce mardi 15 juin 2021. Une initiative de la plateforme des organisations de protection et de la défense des intérêts des personnes du troisième âge du Bénin qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Protéger les personnes âgées pendant et après la pandémie, c'est le thème retenu par les Nations Unies pour cette édition. Un thème qui a inspiré un autre chez les membres de la plateforme initiateur de la marche. Pour nous, à la plateforme des personnes âgées, nous retenons comme thème « Payons nos dettes envers nos personnes âgées et préparons notre tour ». La présente célébration est aussi pour nous l'occasion d'être reconnaissante pour plusieurs défis déjà relevés par le gouvernement. Nous pouvons citer l'élaboration de la politique holistique de protection sociale, l'élaboration de la politique nationale pour le vieillissement actif en bonne santé, l'élaboration des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire et j'en passe. Présente à cette marche, Véronique Otoinfo-Demewanou, ministre des Affaires sociales, a souhaité que chaque famille s'occupe d'abord de ces personnes âgées et par la suite a promis le soutien du gouvernement concernant le bien-être social de ces dernières. Les personnes du troisième âge, moi j'aime bien les appeler les personnes du bel âge, parce que pouvoir compter des années, c'est une chance. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Mais ceci dit, c'est vrai aussi qu'avec l'âge, il y a des problèmes physiologiques qui s'installent sur le plan sanitaire, il y a des déficiences, et certaines parmi vous sont plus vulnérables que d'autres. Et c'est cette journée qui doit lever la voix, lever le ton pour s'insurger contre ces violences et appeler toutes les familles. Ce sont d'abord les familles qui sont le premier rempart, que les familles s'occupent de leurs personnes âgées. Le gouvernement également de son côté participera au renforcement du cadre juridique qui vous protège. Et à cet effet, un avant-projet de loi a déjà été élaboré portant accès des personnes âgées aux services sociaux de base. C'est au niveau du ministère de la Justice avant la transmission à l'Assemblée nationale. Démarrée à la place de l'Étoile Rouge, la marche a eu pour point de chute la Bourse du Travail. Elle a eu également comme particularité des pancartes de messages portés par les marcheurs pour dénoncer les violences dont les personnes âgées sont victimes.
Dernier match qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Le match Sierra Leone-Bénin avec tous les rebondissements qui l'entouraient a finalement eu lieu ce mardi 15 juin 2021 et c'est avec une défaite que les écureuils du Bénin rentrent au bercail, disant ainsi au revoir à la CAN 2022. Une équipe de reportage d'Eden TV était sur le terrain pour vous faire vivre le compte rendu de l'ambiance qui a entouré ce match. 1-0, c'est le score qui a permis aux Sierra Leonais d'éliminer le 11 national. Dominateur du match, dans le premier quart d'heure, le capitaine des écureuils, Khaled Adenon, commettra la lourde faute d'une main baladeuse dans la surface de réparation, permettant ainsi au Leon Star de la Sierra Leone d'inscrire le but de la rencontre à la 20e minute de jeu. À la mi-temps, déçus mais confiants, les supporters des écureuils espèrent que leur équipe marquera tout au moins un but pour se qualifier. Au match, sans vous mentir, pour la première mi-temps, la première partie, je suis déçu parce que, premièrement, j'ai confiance à mes Béninois, j'ai confiance en eux, mais pour le départ, je vois que ceux de la Sierra Leone, ils ont joué parfaitement. Maintenant, je prie pour que la deuxième partie, ça soit du meilleur, de la joie pour moi. Parce qu'actuellement, là où je suis maintenant, je ne suis pas du tout à l'aise. Je ne suis pas du tout à l'aise parce que la manière dont ils ont marqué le but là, ça m'a trop découragé. Bon, au fait, la première partie, ça m'a un peu touché. Mais je ne suis pas découragé parce que j'ai confiance aux jaunes. Et ceux qui vont égaliser le but là. À la deuxième mi-temps, les écureuils du Bénin ont dominé le match de fond en comble avec 65% de possession de balle sans être efficaces devant le but. Charbel Gomez, Jérôme Bonou, Désiré Azankpo, Amaniti Djani et Michael Poté, 5 changements effectués par le sélectionneur béninois pour essayer de marquer le but du match nul n'auront servi à rien. Le Bénin ne sera pas au Cameroun en 2022. C'est un sentiment de tristesse parce que depuis 2 ans, le Bénin nous a étonné, l'équipe nationale de football du Bénin nous a étonné par sa prestation lors de la dernière CAN. Et pour nous, c'est que cette dynamique doit continuer. Nous voulons que le Bénin révèle de plus en plus dans le sport, mais malheureusement ce soir, ce n'est pas le cas. Et comme vous l'aviez constaté tout à l'heure, nous avions perdu 1-0. Il nous manquait juste un but pour pouvoir nous qualifier. Hey, ils ont joué, ils ont bien joué. Ah, ils ont bien joué, on ne peut pas dire que les Béninois n'ont pas joué. Ils ont bien joué pour nous montrer qu'ils ont joué. Ils nous ont montré. Mais si, en tant qu'ancien joueur du requin, de l'Atlantique, en tant qu'ancien joueur, si je vais dire le match là, ils ont vendu le match. À qui la faute de cette défaite? Est-ce au feuilleton de Freetown et Conakry ou ce sont les écureuils qui n'ont pas su sauver l'honneur du Bénin? Il faudra situer tout de même les responsabilités. L'actualité hors du continent à présent, la Suisse est la dernière étape de la tournée européenne de Joe Biden, où il tient actuellement une rencontre avec son homologue russe. Le président américain a affiché son intention d'adresser un message clair à Moscou. Le chef du Kremlin a aussi donné le ton ces derniers jours en répondant aux déclarations de son homologue américain. Monsieur le Président, êtes-vous un tueur? Écoutez, durant ma carrière, je me suis habitué aux attaques venant de tous les côtés, pour de nombreuses raisons, à des attaques de différentes qualités et finesses. Rien de cela ne m'étonne. Les personnes avec qui nous coopérons et nous disputons sur la scène internationale et nous-mêmes ne sommes pas de jeunes mariés. Nous ne nous jurons pas amour et amitié pour l'éternité. Nous sommes des partenaires et sous certains angles, nous sommes rivaux. Voilà qui devrait détendre Joe Biden. Vladimir Poutine n'est donc pas un tueur. Lors d'une interview en mars dernier pour la télévision américaine, soit 2 mois après son investiture, c'est pourtant bien en ces termes qu'il qualifie le président russe. Une accusation soudaine. Le lendemain, Vladimir Poutine lui répond non sans ironie.
Vous savez, je me souviens pendant l'enfance, lorsque l'on se disputait dans la cour, on disait « c'est celui qui dit qui est ». Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une expression utilisée seulement par les enfants ou une blague. Le sens psychologique est très profond. Nous voyons toujours en autrui des qualités qui nous sont propres et nous pensons qu'il est tout comme nous. Mais derrière l'humour, la mise au point se veut cinglante. Dans la foulée, Moscou décide de rappeler l'ambassadeur russe en poste aux États-Unis, une première depuis 1998. Nouvel épisode le 15 avril, lorsque Joe Biden annonce une série de sanctions financières contre Moscou et l'expulsion de 10 diplomates russes. Des sanctions tout en proposant une rencontre à Vladimir Poutine. Le moment de la désescalade est venu. Nous devons aller de l'avant au moyen d'un dialogue réfléchi et d'un processus diplomatique. Ma ligne directrice est la suivante. Lorsque les États-Unis ont intérêt à travailler avec la Russie, nous devons le faire et nous le ferons. Lorsque la Russie cherche à porter atteinte aux intérêts des États-Unis, nous répondrons. Le président russe laisse ses porte-paroles répondre, le Kremlin assurant que des dates concrètes sont à l'étude. Ce sera donc le 16 juin. Je vais rencontrer le président Poutine dans 2 semaines à Genève et je dirai clairement que nous ne resterons pas les bras croisés pendant qu'il viole ses droits humains. Vladimir Poutine est donc prévenu, Joe Biden sera ferme. Pas de quoi vraiment inquiéter Moscou qui ne se fait pas d'illusions sur, je cite, des décisions amenant des changements fondamentaux. Après tout, un aigle n'a jamais fait peur à un ours. Le président turc est en Azerbaïdjan pour une visite de 3 jours et il s'est rendu ce mardi sur le territoire revendiqué par l'Azerbaïdjan et l'Arménie, un conflit entre 2 pays qui a déjà fait près de 6000 morts. Le tapis rouge a été déroulé pour l'occasion. Côte à côte, les présidents turcs et azerbaïdjanais affichent leur unité sous le soleil de Chouchi. La cérémonie d'accueil se veut à la hauteur du soutien accordé par Recep Tayyip Erdogan à Bakou lors du conflit qui a déchiré le Haut-Karabakh en novembre dernier. L'appui d'Ankara s'était avéré décisif pour l'armée azerbaïdjanaise face aux forces locales soutenues par l'Arménie. Une coopération un peu plus renforcée ce mardi par la signature d'un accord de coopération militaire entre les 2 dirigeants. Sous la direction visionnaire de mon frère Aliyev et sous son commandement victorieux, nous suivons de près les efforts qui remettront la caravane en marche. Nous avons vu les travaux sur notre chemin vers Chouchi. Il y a un travail intense, il y a beaucoup de travail au niveau des infrastructures. J'ai répété à plusieurs reprises qu'aujourd'hui, la Turquie et l'Azerbaïdjan sont les pays les plus proches du monde. De nombreux facteurs nous unissent. D'abord, c'est l'histoire et la culture. Ensuite, notre langue, notre religion et nos valeurs nationales. Cette visite du président turc à Chouchi a aussi une valeur symbolique pour les Azerbaïdjanais. Bakou considère cette ville comme un centre culturel majeur et sa reconquête a été particulièrement difficile. En reprenant son contrôle, l'Azerbaïdjan a remporté une victoire majeure dans le conflit qui l'oppose aux forces séparatistes du Haut-Karabakh depuis 1990. Mais ce triomphe militaire de Bakou a également été une victoire géopolitique pour la Turquie, alors qu'Ankara tente de consolider sa présence et son influence dans le Caucase. Pour Recep Tayyip Erdogan, cette visite diplomatique est donc l'occasion de renforcer un peu plus le lien entre les 2 pays. Ce mercredi, le président turc assistera à Bakou à un match de football entre la Turquie et le pays de Galles. Il doit aussi s'exprimer devant le Parlement azerbaïdjanais. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.